Merci, Monsieur le Président, ce topo. Sachant d'un sujet, en fait, assez passionnant, qui reste encore avec tout plein de... Un sujet absolument passionnant qui reste tout plein de mystères, qui demande qu'à être encore étudié. Et on va essayer de, avec les quelques données qui existent, de tirer des grands principes sur donc les traitements de la sclérose en plaques rémitante aux extrêmes de la vie, hein, du petit jusqu'au monsieur ou la dame d'âge mûr. Voilà mes conflits d'intérêts. Alors, déjà, quand on regarde encore une fois, la référence chez nous en France, à savoir l'Observatoire français de la sclérose en plaques, on s'aperçoit qu'en fait, le début de la maladie donc arrive dans 5% des cas avant l'âge de 18 ans. Même chose donc pour les plus de 50 ans, le début de la maladie, c'est quand même 7,5% en fait des gens qui vont commencer leur sclérose en plaques au-delà de l'âge de 50 ans, encore une fois dans sa forme rémitante. Donc de dire que c'est pas un événement qui est rare, et on verra tout à l'heure sur le plan épidémiologique que c'est une vraie modification. Alors ce qui est vrai, c'est que c'est des populations qui sont mal étudiées. Mal étudiées pour une raison simple, c'est que déjà dans les essais thérapeutiques, il y a en général un âge limite, si je puis dire, donc d'inclusion dans les études, ce qui rend donc les informations donc limitées. Et puis donc c'est vrai que c'est des populations particulières qui ont leurs particularités, et que c'est vrai que donc d'avoir des choses homogènes ou de translater des données sur l'adulte jeune pour les enfants ou les adultes, c'est parfois faire une erreur. Il y a des exemples, donc par exemple pour les enfants, il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui transforment tout. C'est des cerveaux en développement, c'est des êtres en développement, et ça modifie énormément de choses dans le raisonnement et même physiologiquement. L'autre chose en termes de recherche, c'est aussi complètement fascinant. Quand on regarde par exemple les facteurs étiologiques entre la part exogène, endogène, le rôle de l'environnement, vous imaginez que les enfants par exemple ont une exposition aux facteurs d'environnement potentiellement favorisant à la susceptibilité de la maladie qui est beaucoup plus courte. Et donc encore une fois, vous imaginez, et il y a plein de choses comme ça, il y a plein de particularités qui sont mal étudiées, mais qui pour le coup nous aideraient énormément dans la recherche ou dans la compréhension de la physiopathologie de la maladie. Chez les seniors, eh ben, donc, on est un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plus dans une situation de sénescence à tout point de vue, sénescence immunologique, mais même sénescence système nerveux central, sénescence métabolique, ce qui modifie également plein de choses, aussi bien sur le plan physiopathologique que de vulnérabilité par rapport aux infections, par rapport au traitement, etc. Et puis donc, un autre élément très important, c'est que au-delà de la seule sclérose en plaques, si je puis dire neurologique, se surajoutent des comorbidités avec des traitements qui, bien sûr, modifient complètement la prise en charge. Et donc, on va essayer de se promener un petit peu dans ce monde-là et de voir quelles grandes conclusions on peut en tirer. Alors, quand on regarde les scléroses en plaques pédiatriques, donc c'est une incidence qui est donc vous voyez de 1 à 3 pour 100 000 habitants, donc ce qui est pas négligeable. Ça représente à peu près 3 à 5% des patients donc en termes de début de sclérose en plaques. En France, il y a à peu près 30 nouveaux cas par an d'enfants de moins de 16 ans donc qui débutent leur sclérose en plaques. Et c'est surtout, bien évidemment, des enfants donc il y en a à peu près 10% avant 16 ans, et c'est assez rare avant 10 ans. Donc c'est vraiment surtout entre 10 ans et 16 ans que donc peut débuter la maladie, puisque vous avez moins d'1% qui débute avant l'âge de 10 ans. L'âge médian de la première poussée, donc dans ces CEP pédiatriques, c'est 12 ans. Et puis donc on connaît bien une modification de l'incidence au moment de la puberté. Après la puberté, donc il y a indéniablement donc une augmentation de l'incidence de la première manifestation de la sclérose en plaques. Un des exemples aussi très frappants, c'est l'évolution du sexe ratio. Lorsque vous avez donc moins de 6 ans, le sexe ratio pour la sclérose en plaques, il est de 0,8 pour 1 femme-homme. C'est-à-dire voilà, qu'on est à peu près équivalent, autant d'hommes que de femmes, autant de garçons que de filles. Alors que quand vous êtes au-delà de 16 ans, donc avec potentiellement donc la puberté qui est survenue, et ben donc on retrouve le sexe ratio adulte avec 3 femmes pour 1 homme.
Chose aussi particulière, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de forme primitivement progressive en pédiatrie. On considère que c'est moins de 1%. Alors les particularités, alors vous les connaissez bien, on en a déjà parlé hier, donc je vais aller assez rapidement, mais il y a quand même des points qui sont très importants. Plus que t'es petit, plus que t'es jeune, plus que t'es inflammatoire, en gros. Alors déjà, tu as plus de poussées, donc avec des délais donc de survenue entre la première et la deuxième poussée qui est plus court, le nombre de annualisé de poussées, alors je ne sais plus, là j'ai plus de trop de mains, voilà, d'accord. Merci. Il y a plus de poussées donc focales, c'est-à-dire que donc pour le coup, c'est pas monosymptomatique, c'est en général beaucoup plus plurifocal, donc comme si le processus inflammatoire était plus étendu au sein du système nerveux central. L'autre chose qui est particulier sur le plan clinique, c'est que les poussées des enfants sont très explosives, à début brutal, et surtout d'autant plus qu'ils sont petits. Et puis bien sûr, vous avez des formes de type plutôt encéphalitique comme première poussée, alors surtout quand ils sont plus jeunes, avec des troubles de la vigilance, de l'épilepsie, des troubles du comportement, de la confusion, parfois même c'est des enfants qui vont se retrouver donc en réanimation, et c'est là où se pose encore une fois ce problème qui, à mon avis, devient plus simple qu'est le diagnostic différentiel avec les ADEM, avec les encéphalomyélites aiguës disséminées, en sachant que donc voilà, ça s'overlappe un peu. Moi, je pense aujourd'hui, mais je crois que beaucoup maintenant partagent ça, que l'ADEM est plus un syndrome que véritablement donc une seule maladie à part entière, et il faut le prendre comme ça. Mais le grand message, c'est de dire plus que tu es petit, plus que tu es inflammatoire, plus que tu es ADEM-like, où ça déborde, et pour le coup avec des tableaux parfois de réanimation quasi encéphalitique. Autre chose très particulière chez l'enfant, c'est qu'il y a peu de séquelles après les poussées. Autant on est très impressionné en phase aiguë d'une poussée donc initiale, voire qui succède, autant on est aussi très impressionné par en fait l'absence de séquelles immédiates, souvent avec une bonne récupération. L'autre chose, il y a des chiffres tout simples à retenir. Donc quand les enfants commencent leur sclérose en plaques, on sait que la forme secondairement progressive, elle va mettre 10 ans de plus pour survenir par rapport aux adultes. Ça met 10 ans de plus pour survenir. Mais comme ils ont commencé tôt, ils sont 10 ans plus jeunes. D'accord? Donc 10 ans, donc il faut 10 ans de plus pour avoir la forme secondairement progressive, mais ils sont 10 ans plus jeunes en fait. L'autre chose, c'est qu'il y a des particularités donc sémiologiques et évolutives donc dans la pédiatrie. Le truc important, c'est les troubles cognitifs. Il faut savoir que ces troubles cognitifs, en fait, ils sont présents un tiers des cas dès la première manifestation, quasiment. Donc, pour dire que c'est vraiment un problème qui est important, qui sont des troubles de l'attention, de la mémoire, de la vitesse de l'intégration de l'information, du langage, des troubles de la cognition sociale. Ça, c'est une notion aussi importante. Ça, donc vraiment, c'est toujours un espèce de drapeau rouge pour ces jeunes enfants donc qui ont une CEP. L'autre élément qui est très important et qui est souvent sous-estimé, c'est la fatigue. Donc ces enfants sont fatigués avec une fatigue d'enfant qui est pas facile toujours à exprimer, mais cette fatigue est très présente, probablement même plus en début de maladie que chez l'adulte, pouvant aller jusqu'à 50%. Et puis tout ça, bien évidemment, ça a des conséquences psychosociales, scolaires, professionnelles, relationnelles, etc. Autre chose importante, plus fréquente que chez l'adulte, il y a souvent des troubles psychiatriques chez les enfants, à type d'anxiété, de troubles de l'humeur, et voire de dépression. Et ça, c'est en plus pas toujours simple à repérer, mais c'est quelque chose donc qui est probablement plus courant par rapport à l'adulte. En gros, donc, pour bien repérer un petit peu ces symptômes dits invisibles, la qualité de vie des enfants sclérose en plaques est beaucoup moins bonne que la qualité de vie de leurs frères et sœurs. Donc pour dire, voilà, qu'il y a quand même, il se passe plein de choses et qui ne sont pas qu'uniquement neurologiques, même si le neurologique a été très explosif. Alors après, donc sur le plan du diagnostic, là, les particularités cliniques et évolutives avant, ouais. Et ben donc comme on l'a dit, non ça j'ai déjà fait, je me trompe de truc. Voilà, donc le diagnostic, on va aller très rapidement. Donc l'IRM est très explosif, donc avec des lésions donc beaucoup plus élargies, type ADEM-like. Donc, je suis désolé, j'ai eu des problèmes de diapo, mais c'est des grosses boules blanches de partout. Donc au sein de tout le système nerveux central.
très active avec des prises de gadolinium, mais vraiment donc un tableau extrêmement explosif et avec une activité donc allez, aux IRM itératives souvent très impressionnante. Les critères diagnostiques, on va dire que c'est l'équivalent, on en a parlé hier, mais c'est l'équivalent de chez l'adulte après l'âge de 12 ans, sauf s'il y a des atypies. Mais pour vous dire que voilà, donc je pense qu'il ne faut pas trop compliquer les choses. Et pour les plus petits, c'est voilà, il y a quelques particularités, mais le grand principe reste le même sur les critères diagnostiques. Il y a une atteinte sous-tentorielle qui est probablement plus fréquente en début de maladie que l'on le trouve chez l'adulte. Et donc, encore une fois, ce qui est surtout très frappant, c'est encore une fois ce volume lésionnel qui est impressionnant chez les enfants. La ponction lombaire, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il y a moins de bandes oligoclonales chez les plus jeunes, les petits. Donc, on peut dire que on est à peu près donc à partir de l'âge de 12 ans, tu as 92% des gens qui ont des bandes oligoclonales. Les petits, c'est moins fréquent au début, ce qui reste pose encore toujours le même problème avec l'ADEME, donc où il peut y avoir un questionnement. J'ai rajouté un petit point sur le diagnostic, c'est les sérologies EBV. Aujourd'hui, on peut dire quasiment, on peut l'affirmer qu'il n'y a pas de sclérose en plaques adulte sans une sérologie EBV positive, alors que chez l'enfant, c'est faux. Donc, on peut avoir donc des enfants qui n'ont pas donc de séropositivité EBV. Ce qui est aussi intéressant sur le plan physiopathologique, mais on retrouve ça chez l'enfant, alors que chez l'adulte aujourd'hui, on peut dire quasiment affirmer que le BV est positif, sérologie EBV est positive pour tous les patients CEP. Ça, j'ai déjà fait, mais je me trompe de truc. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des traitements, des grands principes de traitement. Premier point, le traitement de la poussée. Donc, le traitement de la poussée, c'est voilà, c'est une corticothérapie, donc 30 mg kilo par jour, sans aller au-delà d'1 gramme. Et puis, on fait 3 à 5 jours. Il y a des gens qui prennent des relais après, mais donc vraiment très standard. Juste un petit point, encore une fois, je répète souvent, c'est des formes très explosives de réanimation avec des tableaux neurologiques très marqués. Et c'est vrai qu'on est très tenté de faire des échanges plasmatiques, ce qu'on fait souvent, mais en sachant que les échanges plasmatiques, c'est plus difficile chez le petit que chez l'adulte. Il peut y avoir donc des problèmes d'abord veineux, en sachant que c'est une grande lessiveuse où il faut vraiment des bons tuyaux pour faire donc des échanges plasmatiques. Et puis donc il y a des tolérances hémodynamiques, en particulier chez les petits, qui sont beaucoup plus difficiles. Et les pédiatres sont beaucoup moins enclins à faire des échanges plasmatiques chez les petits, et surtout les tout petits, par rapport donc à nous chez les adultes, lorsqu'on a une poussée qui résiste, je dirais, à la corticothérapie. L'autre chose très importante, c'est bien évidemment donc le traitement symptomatique. Et chez l'enfant, c'est vraiment capital. Donc de tous les symptômes qu'on a dit, de la fatigue, en passant par encore une fois donc par les troubles cognitifs, les difficultés donc psychiatriques, etc. Et donc là vraiment l'importance d'une équipe multidisciplinaire, donc à la fois donc une équipe pédagogique pour la scolarité, que l'entourage soit vraiment donc impliqué, et puis qu'il y ait une vraie équipe donc médicale avec des équipes paracliniques qui accompagneront l'enfant tout au déroulement de son développement avec sa maladie. J'insiste sur un petit point donc où on voit le bénéfice de 2 choses chez les enfants. L'importance de l'activité physique, et il est montré que l'activité physique, alors c'est très vrai chez l'adulte, mais chez l'enfant est particulièrement intéressant dans les scléroses en plaques pédiatriques, où il faut d'emblée qu'ils arrivent à acquérir donc cette habitude d'activité physique régulière. Et puis l'autre chose importante, je mets l'alimentation et la gestion du poids. Vous savez que l'obésité est un facteur de susceptibilité de la sclérose en plaques, mais aussi un facteur de forme plus sévère, et où on a une véritable explosion d'obésité ou de BMI élevé, qui est forcément très délétère dans l'évolution de la maladie. Donc très important de mettre dans le coup une diététicienne pour donc ou en tout cas de donner des conseils donc d'hygiène alimentaire chez ces petits qui sont amenés souvent à avoir des traitements, à avoir moins d'activité physique, etc. Donc ça, c'est pas du tout anecdotique, et c'est capital avant de parler des traitements de fond. Alors pour parler des traitements de fond, c'est vraiment, et là on va être assez ferme, comme je l'ai dit, il y a très peu en fait d'essais thérapeutiques scientifiquement modernes, si je puis dire,
comme on a chez l'adulte, du fait déjà encore une fois que c'est une niche et parfois donc les laboratoires n'ont pas forcément, envie de travailler sur une niche. En plus, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en œuvre donc des traitements, enfin des essais thérapeutiques chez les enfants et donc il y a bien sûr aussi moins de patients et donc pour dire qu'on a très peu de données et les données sont souvent de qualité très moyenne, en sens que c'est des données soit rétrospectives avec qu'on fait avec les moyens du bord, soit c'est des données donc, type case report ou des choses prises dans des, études de design très différents et que c'est pas toujours facile de faire la synthèse. Mais néanmoins, je crois que maintenant on peut avoir un discours assez clair par rapport à ça et je vais essayer de vous donner les quelques messages qui me paraissent importants. C'est vraiment le domaine de la pédiatrie, du traitement de la sclérose en plaques chez les enfants, c'est le sujet à mon avis, donc le plus pertinent pour discuter de savoir s'il faut faire un traitement, une prise en charge d'escalade, commencer doucement et puis monter, voilà, quand on a une activité qui repart ou au contraire, est-ce qu'il faut taper fort quitte à désescalader, quitte à donc à maintenir le traitement à un moment. Et c'est vraiment, et je fais exprès, je le mets en rouge parce que là, je crois que pour le coup, on a des informations qui sont très claires et très nettes. Alors quand on regarde donc les traitements donc, de moyenne efficacité, donc les traitements classiques de plateforme, les données qu'on a donc et on en a, et il faut savoir que c'est ce qu'on a fait au début quand on a pris en charge les enfants sclérose en plaques, avec cet argument en disant: «Voilà, on va être amené à donner un traitement qui est long, on n'a pas envie de taper trop fort pour pas avoir de risques infectieux, de risques carcinologiques à distance, voire à très longue distance» et que donc on y allait prudemment et donc les premiers essais étaient bien sûr, donc et historiquement, sur les interférons et donc, on en a parlé déjà hier, il y avait une première étude qui était des données rétrospectives, mais qui était quasiment, le starter d'études là en pédiatrie. C'était une étude qui s'appelait Replay, et donc, c'était avec le Rebif, hein, et donc on mettait le même dosage que chez les adultes et on s'était aperçu qu'avec ce traitement, bah, le taux annualisé de poussée donc baissait de 1,8 avant traitement à 0,5 après traitement. Et puis donc il y a une étude plus complète, donc on en a parlé hier, qui s'appelle CONNECT et CONNECT, c'était Avonex versus, diméthylfumarate, donc c'était pendant 2 ans, une étude, solide quand même parce qu'il y avait quand même 156 enfants et donc l'objectif primaire était de savoir, les IRM sans nouvelles lésions élargies et ben, il y avait 5 des patients sous interféron, pendant les 2 ans versus, 16 avec le diméthylfumarate qui étaient indemnes de, nouvelles lésions, ou de lésions élargies, avec un bénéfice donc plus net vis-à-vis donc du diméthylfumarate. Terriflunomide, pareil, donc une étude qui s'appelle TerKids. Donc c'était des enfants donc en moyenne qui avaient entre 10 et 17 ans. C'était toujours des études sur 2 ans et là c'était terriflunomide versus le placebo. Et alors il y a un truc intéressant dans cette étude TerKids, c'est qu'ils avaient adapté les doses du terriflunomide, c'est-à-dire donc modifié la posologie par rapport donc à l'adulte avec des limites donc c'était quand les enfants avaient moins de 40 kilos. Et donc on regardait donc la survenue du délai d'une poussée, ben 37% donc avaient eu cet événement avec le terriflunomide, ce qui mettait 63 semaines pour la première poussée et sur placebo, eh ben, il y avait 44% qui avaient eu une nouvelle manifestation et ça correspondait à 49 semaines, donc avec un certain bénéfice pour le terriflunomide. L'IRM allait dans le même sens avec une baisse de 55% de nouvelles lésions ou de lésions élargies en faveur du terriflunomide par rapport donc au placebo, hein, c'était contre placebo. Alors juste une petite remarque, dans cette étude, il y avait eu des complications pancréatiques, en particulier biologiques d'ailleurs, mais donc il y avait une augmentation des enzymes pancréatiques chez les enfants, qui n'a pas été vraiment confirmée après, mais voilà, il y avait cette petite alerte. Donc dire, voilà, des traitements de plateforme qu'on a commencé par l'interféron, on est passé au diméthylfumarate, et puis donc il y a eu du terriflunomide qui a été donc dans la lignée aussi testé pour ces patients. Maintenant, quand on regarde un petit peu les traitements donc haute efficacité, hein, il faut savoir que donc on suit donc comment dirais-je, l'histoire des traitements de l'adulte en pédiatrie avec du recul, mais c'est toujours un petit peu le même cheminement.
Le premier, donc, c'est le fingolimod. Donc, il y a une étude qui s'appelle donc Paradigme, qui pour le coup donc était fingolimod donc versus Avonex pendant 2 ans, plus de 200 patients. Hein, c'est des enfants de 10 à 17 ans, donc c'est pas des tout petits. Et donc le taux annualisé de poussée était de 0,12 pour le fingolimod versus 0,7 pour l'interféron, donc ce qui permettait de mettre en évidence une baisse de 82% au profit du fingolimod par rapport donc à l'Avonex. Par contre, il y avait plus d'effets indésirables donc avec le fingolimod, en particulier des infections, souvent pas graves, mais voilà indéniablement donc un peu plus d'effets indésirables. Le natalizumab, on a très peu de choses dans le natalizumab. C'est souvent des études rétrospectives. C'est une analyse très méta-analytique où on prend des petits bouts à droite à gauche. En gros, donc, on a des résultats, par contre, qui sont assez probants. Si on a une baisse, par exemple, encore une fois, du taux annualisé de poussée à 0,2 sous natalizumab versus 0,3 avant traitement, avec 58% d'enfants qui obtenaient le NEDA à 2 ans dans cette étude italienne. Donc, encore une fois, observationnelle, mais donc avec des résultats assez probants. Une autre étude donc qui était pareil une étude rétrospective donc qui était natalizumab donc avec donc le fingolimod qui était poolé et donc vis-à-vis donc des traitements versus traitements injectables, et ben on s'apercevait que le groupe natalizumab avait le pourcentage le plus élevé de patients sans poussée, donc à 1 an, 2 ans et 5 ans, et que le délai d'arrêt de traitement était plus long pour le natalizumab et le fingolimod versus les traitements injectables. Donc, encore une fois, qui est un élément donc plutôt en faveur donc de ces traitements donc de haute efficacité. Les anti-CD20, pareil. Donc, on a des données qui sont des petites cohortes, des petites séries souvent, mais il y a donc en cours actuellement une étude qui s'appelle Operata, qui est intéressante. Donc, il y a eu déjà un Operata 1 qui est une étude qui montre quelque chose d'important, c'est la posologie. Donc la posologie donc était diminuée donc pour les enfants de moins de 35 kg, donc à 300 mg tous les 6 mois, versus les plus de 35 kg où donc on avait des doses d'adultes à 600 mg tous les 6 mois. Et donc on montrait qu'il n'y avait pas de non-infériorité avec ces dosages-là. Et donc, dans les études observationnelles qu'on a vues avec les anti-CD20, eh ben, on a montré donc une réduction aussi donc du taux annualisé de poussée sans activité IRM à 2 ans sous le crédilizumab et plus de 80% donc de NEDA atteint après 2 ans quand les enfants donc commençaient en premier traitement donc un anti-CD20. En sachant que donc il y a pas mal de petites études comme ça observationnelles, mais qui arrivent à ces conclusions comparables. Alors là où je veux en venir, c'est voilà quelques choses, enfin quelques points très importants. En gros, mon message vis-à-vis de la CEP pédiatrique, c'est de dire qu'il ne faut pas baisser la garde et très rapidement, très tôt, utiliser des traitements de haute efficacité. Et je crois que maintenant, les données sont très claires. Là, je vous ai donné des petits éléments, mais là, on va regarder des grandes séries et de voir un petit peu ce qu'on observe. Quand on reprend notre Observatoire français de la sclérose en plaques, donc on a regardé donc les enfants qui commençaient à l'initiation donc du traitement après une première manifestation, un haute efficacité donc qui comportait le fingolimod, le natalizumab, les anti-CD20 et la mitoxantrone. C'était un travail rétrospectif dans notre base de données. On avait quand même 530 enfants d'âge moyen 16 ans suivis pendant 6 ans, donc avec pas mal de recul. Eh ben, quand les enfants avaient commencé donc un traitement par HET, eh ben, on avait donc un taux annualisé de poussée à 2 ans diminué de 92% à 2 ans pour les haute efficacité versus 74% pour les donc moyenne efficacité, comme on a dit avant, en sachant que ça marche quand même, hein, les deux marchent, mais il y a quand même donc une grosse différence entre les deux. Et donc, il y a une baisse du risque de poussée dans les 5 ans de plus de 50% pour les hautes efficacités versus les moyennes efficacités. Ces données sont confirmées avec les données IRM. Et puis l'autre point qui est très important, et j'insiste là-dessus, et c'est encore un argument très fort, c'est qu'il y a une bien meilleure tolérance pour les médicaments de haute efficacité versus les traitements donc de moyenne efficacité qui étaient tantôt injectables, tantôt en comprimé, avec des difficultés d'observance pour les petits. L'autre point qui est très intéressant qu'on a observé donc avec ces données de l'OFCEP,
c'est le switch donc à 2 ans, donc qui était 6 fois plus élevé donc quand vous preniez un traitement de moyenne efficacité par rapport à un traitement de haute efficacité. La première cause de ce switch, c'est l'inefficacité ou c'est les troubles, l'intolérance donc à ce traitement, en sachant qu'encore une fois, ces traitements injectables ou ces traitements pérocitératifs sont pas toujours faciles à mener chez les enfants. On a d'autres données donc qui vont tout à fait dans le même sens avec cette supériorité des traitements haute efficacité. Donc il y a des travaux, par exemple les nouveaux traitements de la CEP versus les anciens traitements injectables. Tu as un bien meilleur contrôle de l'activité, aussi bien clinique et IRM. On a une autre étude, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire les hautes efficacités d'emblée versus donc moyenne efficacité, il y avait bien moins de poussées donc chez les enfants suivis au-delà de 2 ans. Et en gros, donc, il y a également un effet très probant sur le handicap, avec donc plus le HET, enfin plus le haute efficacité est mis précocement, moins il y a une progression du handicap. Donc vraiment, message très simple, très clair, tout est convergent pour dire aussi bien vis-à-vis de, bien sûr, l'efficacité, mais aussi la tolérance, mais aussi le maniement et le pas d'augmentation du risque net en termes d'infection à moyen et à long terme, même on approche du long terme maintenant parce qu'on commence à avoir du recul par rapport à l'adulte. Donc vraiment, il faut pas avoir la main moite, si je puis dire, et il faut d'emblée, pour donner tous les atouts aux enfants, donc ces traitements de haute efficacité. Donc la conclusion pour les petits, c'est traitement tôt et de haute efficacité, donc effet à la fois sur l'activité de la maladie, sur le handicap et aussi sur l'atteinte cognitive. Donc on a des données maintenant italiennes et américaines qui montrent que on préserve pour le coup ce qui est très sensible chez ces enfants en développement, on préserve donc malgré tout le handicap cognitif. Donc la tolérance est très comparable donc à l'adulte. Et chose aussi qu'il faut insister, c'est que ces traitements de moyenne efficacité ont beaucoup plus d'effets indésirables et donc vont générer une moins bonne observance, ce qui donnera encore une gêne, si je puis dire, dans le suivi donc de ces patients pour qu'il y ait un bon suivi des médicaments. Bien sûr, il reste plein de questions. Quid de la posologie, de la désescalade, avec quoi, quand, comment, le long terme, est-ce qu'il y a une haute efficacité qui est meilleure que l'autre? Il y a encore plein de questions. Il y a pas mal d'études en cours, mais le message, je crois, est extrêmement clair. Il me paraît donc être une perte de chance si, pour les enfants, on ne débute pas d'emblée avec un traitement de haute efficacité. Voilà pour les petits. On passe de l'autre côté chez les plus vieux. Et donc, on va parler maintenant donc des CEP rémitantes de plus de 50 ans. Et on va faire un petit peu le même cheminement. Première chose qui est intéressante, c'est que sur le plan épidémiologique, la sclérose en plaques rémitante des plus de 50 ans augmente. En France, plus de la moitié des CEP aujourd'hui ont plus de 50 ans. Alors c'est dû d'abord au vieillissement de la population. La deuxième chose, c'est que c'est dû aussi à une meilleure prise en charge, c'est-à-dire que c'est vrai que les gens vivent plus longtemps par rapport à il y a 30 ans avec la sclérose en plaques, et donc tout ça, ça aboutit à, donc je vous dis, plus de 50% des Français sclérose en plaques ont plus de 50 ans, donc c'est quelque chose d'important. On a exactement la même tendance aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils retrouvent exactement la même chose. Autre chose, je rappelle que la sclérose en plaques, ça débute aussi, donc encore une fois, après 50 ans, et sur le versant rémitant, et pas uniquement progressif, puisque donc, comme je vous l'ai dit, il y a 7% donc des gens de plus de 50 ans donc, qui vont débuter leur sclérose en plaques, 7% des débuts de CEP global, il y en a donc 7% qui ont plus de 50 ans. Alors la particularité donc du sujet âgé avec la CEP, alors déjà on est exactement dans la même logique que ce qu'on a dit pour les petits. On a des études qui sont compliquées, qu'il y a beaucoup de données d'épidémiologie, ça on connaît pas mal de choses.
mais par contre, il reste plein de zones de mystère. Et encore une fois, souvent, c'est les essais thérapeutiques qui nous font avancer dans la connaissance, dans le maniement des médicaments, même dans l'évolution de la maladie, etc. Et donc là, on est toujours coincé avec des études qui sont en général souvent rétrospectives, qui sont très hétérogènes, avec beaucoup de perdus de vue, qui sont pas forcément donc avec des designs comparables. Et donc, c'est pas très facile. Et on va essayer de trouver les quelques petits messages importants. Alors, première chose, comme vous le savez très bien, donc le sujet âgé donc est moins inflammatoire, il est plus dégénératif de façon globale. Il a néanmoins encore une inflammation, mais qui est différente, qui est plus chronique. Et la chose vraiment à la mode et qui est certainement très pertinent, c'est le rôle donc de l'immunité innée, c'est-à-dire donc l'immunité, donc l'activation de la microglie versus donc l'immunité adaptative qu'on a surtout dans les formes inflammatoires rémitantes. Là, on est vraiment, ce qui veut dire qu'on est dans une cible qui est quelque peu différente. L'autre chose, les capacités de réparation dans un cerveau plus âgé sont diminuées. C'est une notion à bien comprendre. Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est les comorbidités qui sont surajoutées et qui peuvent aggraver même les lésions. Il y a des données sur les facteurs de risque, sur les maladies cardiovasculaires qui pourraient donc aggraver les lésions. C'est des points qui sont très importants et qui interviennent aussi donc dans la prise en charge. Alors, l'histoire naturelle des CEP, donc RR après 50 ans, c'est que la fréquence des poussées, on l'a bien exprimé, donc va diminuer avec la durée de la maladie et l'âge. Donc, ce qu'on peut dire, c'est les poussées après un début rémitent, votre fréquence de poussée baisse de 24% à 5 ans et 34% à 10 ans. En gros, vous baissez votre taux annualisé de poussée de 43% par décade. Tous les 10 ans, vous perdez donc 43% de fréquence des poussées annuelles. Et pareil, donc l'activité inflammatoire IRM baisse avec l'âge. Donc on voit donc cette modification à l'épreuve du temps. Alors l'effet de l'âge, comment est-ce qu'on l'interprète? En gros, ça veut dire que quand tu es plus âgé, indéniablement, tu as une certaine vulnérabilité dans différents domaines. Et le premier domaine, c'est l'immunosénescence. Donc l'immunosénescence, ça veut dire qu'il y a un vieillissement de ton système immunitaire qui est moins réactif, avec donc une vulnérabilité plus grande par rapport aux infections, par rapport au traitement. Et ça, c'est quelque chose qui est donc bien connu, c'est-à-dire que quand vous regardez tous les marqueurs d'activation immunitaire, par exemple, vous apercevez qu'il y a beaucoup moins de réactivité. L'autre chose qu'il faut bien comprendre et bien connaître sur l'immunosénescence, c'est le fait que ça commence tôt. On considère que l'immunosénescence commence dès 55 ans, où tu commences vraiment donc à avoir pour le coup cette modification, cette atténuation, si je puis dire, de la réactivité du système immunitaire. Au-delà de l'immunosénescence, alors ça nous importe nous particulièrement pour nos traitements immunosuppresseurs, mais tu as d'autres éléments de vieillissement. En particulier, il y a tout ce qui se passe sur les voies métaboliques, en particulier sur le stress oxydatif, le fonctionnement mitochondrial, la sensibilité donc à l'hypoxie, et que, encore une fois, j'ai exprimé tout à l'heure que dans ces formes plus âgées, tout ce qui est le système donc plutôt inné est extrêmement important, d'où les nouvelles stratégies thérapeutiques qu'on propose actuellement, et donc cette espèce de quête de neuroprotecteurs. Mais il n'y a pas que l'immunité, et je vous dis encore une fois, l'immunité, certes, elle est en baisse, mais c'est pas forcément le primum movens, donc aussi marqué que dans les formes rémitantes. Et il y a tous ces voies métaboliques pour lesquelles il y a des choses qu'on connaît pas bien. La survenue donc des comorbidités, bien sûr, donc influe là-dessus, c'est-à-dire que d'avoir une coxarthrose bilatérale, c'est sûrement pas génial quand on a un syndrome pyramidal. Enfin voilà, des exemples comme ça. Et puis même, tu peux avoir des effets cumulatifs, voire synergiques, et avec possiblement même des conséquences donc sur le plan du système nerveux central. Après, un autre truc qui est particulier, c'est que c'est vrai que la prise en charge du patient âgé est plus coûteuse. Encore 2 minutes. Oui, j'ai presque fini, voilà, et plus complexe. Alors le traitement, vous voyez, on arrive au traitement. Ce qui est clair, c'est que le rapport bénéfice-risque il diminue avec l'âge. Donc, la première chose, c'est que c'est vrai que donc on sait que plus tu mets longtemps, par exemple, un traitement donc immunosuppresseur, plus tu vas avoir donc des infections.
L'autre chose qui est importante, c'est que l'observance, elle diminue avec l'âge. C'est quelque chose qui est classique et c'est connu pour toutes les maladies. Les autres soucis, c'est que chez la personne âgée, tu peux avoir des interactions médicamenteuses du fait des comorbidités. Et donc, la grande question qui se pose, c'est pareil, donc escalade ou traitement de haute efficacité. Donc, voilà, on peut se poser la question en sachant qu'on a montré que l'efficacité des traitements achetés de haute efficacité est moins évidente à partir de l'âge de 53 ans. D'où la possibilité de se dire, est-ce qu'il faut faire des choses ponctuelles ou séquentielles, d'espacer les doses, de faire des zones de désescalade, voire d'arrêt de traitement? C'est des questionnements qui peuvent être posés. Alors, je vais aller rapidement parce que je sais qu'il y a un topo qui est prévu là-dessus. Mais donc, la grande question aussi, c'est quand c'est des gens qui ont eu des traitements très longtemps, est-ce qu'on peut arrêter ces traitements en espérant donc voilà, qu'il n'y a pas avoir de réactivation de la maladie, que ça va améliorer la qualité de vie, ça coûtera moins cher, mais on est quand même méfiant parce qu'on ne veut pas que la maladie reparte. Et puis, il faut que les gens donc aient envie d'arrêter le traitement. Et souvent, quand ils sont très attachés, c'est pas toujours simple. Et puis, tu peux avoir un effet rebond à l'arrêt du traitement. Il y a 3 études, mais je pense que Mme Slachy va en parler. Donc, il y a l'étude de DOT, donc qui est une étude donc qui était en 2 groupes, poursuite de traitement de plateforme versus arrêt de traitement. Et ben, on s'aperçoit que il y avait donc quand les patients donc arrêtaient leur traitement alors qu'ils étaient bien sages depuis longtemps, à plus de 50 ans, donc avaient une certaine reprise d'activité. Le délai de cette réactivation était de 12 mois et l'étude a dû être stoppée. Donc, pour dire que c'est pas si anodin et pas si simple alors que les gens étaient vraiment très sages au départ. L'étude d'ISCOMS, c'est une étude à peu près du même acabit. C'est des gens qui sont sages depuis quelques années, qui ont plus de 55 ans, ils n'ont pas de poussée depuis 5 ans, pas de nouvelles lésions IRM, et on voulait regarder si le groupe qui avait arrêté son traitement versus celui qui le continuait, s'il y avait une modification. La réponse est qu'il n'y avait pas d'infériorité, mais néanmoins, dans les gens qui avaient donc arrêté leur traitement, vous avez 12,2% du groupe qui avait fait des poussées contre 5% dans le groupe qui avait poursuivi son traitement. Dans l'OFSEP, on est un petit peu dans la même logique. Donc, on a observé donc qu'il y avait on voulait étudier donc le risque de réactivation après l'arrêt donc des traitements de haute efficacité de plus de 50 ans et stable plus de 2 ans. Et ben, on avait 154 arrêts de traitement versus 154 poursuites de traitement à parier, et l'arrêt de traitement augmentait de 4 fois le risque de reprise de la maladie. Donc, pour dire que c'est pas si simple que ça. Et je terminerai par ça, ce concept intéressant d'exit thérapie. Donc l'exit thérapie, en gros, c'est le dernier traitement administré à un patient. Donc c'est un traitement donc à effet prolongé, sans immunosuppression continue, une immunosuppression transitoire avec un schéma simple, avec une bonne qualité de vie. C'est un bon compromis entre l'arrêt complet et la poursuite d'un traitement. Et il est vrai que les traitements donc de reconstitution immune type cladribine peut être une bonne stratégie et bien répondre à ces critères donc d'exit traitement quand on se pose la question d'arrêter le médicament. En pratique, moi je terminerai là-dessus. Quand tu as plus de 55 ans, si tu es traité par un traitement de haute efficacité, ou si tu as plus de 45 ans, si tu as un traitement de plateforme, quelle que soit la forme clinique, tu peux éventuellement discuter de l'arrêt du traitement, à condition bien sûr que tu aies une stabilité clinique au sens large, poussée EDSS, 9-HTP, le temps de marche, le SDMT, plus de 5 ans de stabilité, une stabilité RM de plus de 5 ans, accord du patient, donc vraiment là pour le coup, le patient related outcome, vraiment ce qu'il attend, ce qu'il veut, c'est très important ça, surtout dans ce domaine-là. Et puis après, donc il faut, si on arrête à ce moment-là, donc il faut faire des bilans à 6 mois, donc clinique, IRM, etc., PRO, et puis donc avec un suivi après donc annuel, donc pour suivre donc l'évolution et être certain qu'il n'y ait pas de reprise. Et donc ce compromis donc avec l'exit thérapie avant de proposer cette stratégie. Simplement de surveillance peut être une bonne opportunité. Merci beaucoup.